Parfait. Eh bien, nous allons reprendre. Donc, bienvenue pour la revue d'actualité de l'OCIR. C'est l'actualité du mois écoulé, donc mois de février. Nous allons démarrer donc par la revue des failles et bulletins de sécurité. Donc, comme traditionnellement, nous démarrons par Microsoft. Un bulletin ce mois-ci moyennement touffu, avec quand même quelques vulnérabilités intéressantes. Donc, au total, une cinquantaine de vulnérabilités. Je vous ai cité ici les principales vulnérabilités avec les plus amusantes ou intéressantes. Les deux premiers, en fait, concernant Word et SharePoint, commencent à être utilisés dans la nature, donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas appliqué les correctifs de vous dépêcher de les appliquer. Vous avez des POC pour les deux qui sont assez intéressants. Le deuxième, SharePoint, c'est assez rigolo parce que c'est une exécution de code, mais après authentification sur un SharePoint. Mais sur certains SharePoint, il est assez facile, enfin partagé publiquement, il est assez facile d'arriver à avoir une authentification par un compte invité ou autre. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc la note aujourd'hui, elle est évaluée, je sais plus quel est le score CVSS, mais il n'est pas très très élevé parce que c'est avec authentification. Mais comme en général, c'est pas si compliqué que ça que d'avoir une authentification, finalement, on est presque sur une exécution de code sans authent. Ensuite, il y a la vulnérabilité qui est uniquement sur Windows 11, qui est intéressante, parce que ça fait, je me souvenais pas en avoir vu déjà qui soit uniquement sur Windows 11, c'est une élévation de privilèges classique. Les autres sont des exécutions de code à l'ouverture d'une vidéo au format HEVC, donc le nouveau format de compression vidéo. L'équivalent open source, c'est X265, je crois. H265 ou X265. Donc c'est-à-dire qu'à la lecture d'une vidéo, vous pouvez avoir une exécution de code, ce qui peut être quand même assez gênant. Et puis le retour des vulnérabilités sur le spooler d'impression Microsoft avec uniquement des élévations de privilèges locales ce coup-ci, mais ça permet toujours de prendre, après une prise de contrôle avec des privilèges bas, d'élever ces privilèges. Et une évasion de la machine virtuelle d'Hyper-V, ça il y en a quand même de plus en plus régulièrement. Concernant le support des différents systèmes de Microsoft, là vous avez principalement la partie Workstation avec Windows 10 et Windows 11. Petite alerte sur ceux qui auraient encore du Windows 10 en 19.09, la fin de support est proche, c'est dans 1 mois et demi. Donc il serait temps de prévoir un changement ou une migration vers les versions plus récentes de Windows 10. Alors ça, j'ai vu passer la news sur eBPF. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Extended Berkeley Packet Filter, qui à la base s'appelle Packet Filter, donc qui est une espèce de sandbox interne du noyau Linux qui permet de faire du filtrage de paquets avancé avec une sorte de scripting et donc d'exécuter une sorte de code quasi au niveau du noyau sans avoir à recompiler quoi que ce soit ni à modifier le noyau. Alors j'insiste sur le paquet parce qu'en fait eBPF c'est utilisé pour plein d'autres choses que du filtrage de paquets. Donc moi je suis pas du tout fan de ce truc là parce que c'est très souvent utilisé pour de l'exécution de code dans certaines vulnérabilités sous Linux. Mais bon. Et donc là eBPF a priori serait potentiellement porté sous Windows. Donc je sais pas ce que ça donnera, mais ça donnera une surface d'attaque encore plus intéressante pour les attaques Windows. Alors, deux vulnérabilités assez intéressantes. Je passe rapidement sur la seconde, qui est juste le code d'exploitation d'une vulnérabilité qui avait été sortie à Pwn2Own l'année dernière dans sa version spéciale équipement type NAS, smartphone et imprimante. D'ailleurs, Pwn2Own où nos Synactive nationaux avaient performé en terminant premier, ce qui est plutôt bien. La première vulnérabilité, par contre, il y a eu pas mal de bruit là-dessus. Ça reste une élévation de privilèges local, mais très intéressante parce qu'elle est présente depuis un moment dans le noyau Linux. Et surtout, elle a été découverte par hasard par des personnes. Alors, je n'ai pas très bien compris ce qu'ils faisaient, mais ils faisaient une espèce de collecte de logs de plein de services et de serveurs qu'ils compressaient ensuite et avaient une espèce de petite astuce qui permettait de ne pas avoir à recompresser les fichiers de log compressés pour les agréger. Et en fait, ils ont eu un espèce de bug bizarre sur les CRC des fichiers et se sont rendus compte que finalement il y avait un problème vis-à-vis du noyau qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un problème vis-à-vis des pages mémoire allouées et qui fait que depuis un compte sans privilège, il est possible d'aller écrire un fichier si on a un accès en lecture dessus, mais pas en écriture. Ce qui est assez intéressant donc, pour une élévation de privilège, mais surtout, on peut également accéder en écriture à une partition qui serait montée en read-only. Donc ça, c'est beaucoup plus gênant. Je pense en particulier à des Chromebooks, des choses comme ça. Mais bon, donc vulnérabilité très intéressante. L'explication est assez velue, mais je vous la recommande si vous voulez avoir la curiosité de comprendre comment ça marche.
Ensuite, côté Apple, donc il y a une société qui édite un produit d'un forensique qui a publié le fait qu'ils arrivaient à casser en gros le chiffrement des nouvelles puces T2 d'Apple et donc de récupérer finalement la clé de chiffrement du disque. Alors en réalité, ça n'est que une attaque hors ligne, c'est-à-dire qu'en fait ils sont capables de casser la clé hors ligne. Bon, finalement, ce qui n'est pas surprenant. Les performances sont pas exceptionnelles, c'est-à-dire que dans leur site, ils annoncent dans les 105 000 mots de passe par seconde, ce qui est pas exceptionnel, mais bon. Et en gros, ça permet de casser les clés faibles, donc c'est presque un non-événement, parce que bon, en gros, si vous avez une clé faible, bah, il est possible de la casser. Super. Le seul côté intéressant, c'est le contournement de la limite du nombre de tentatives en récupérant un élément pour pouvoir justement aller casser hors ligne la clé de la puce. Côté navigateur, il y a 2 vulnérabilités dans Firefox qui apparemment, selon Firefox, sont exploitées dans la nature. La première aboutit carrément à une exécution de code lors du traitement d'un fichier XSLT, donc au format de données XML. Donc là, si vous n'avez pas mis à jour, mettez à jour. Et la deuxième, c'est une évasion de la sandbox, c'est-à-dire qu'il faut déjà une première vulnérabilité pour pouvoir l'exploiter et qui fait appel aux API web GPU qui permettent de faire appel au GPU depuis le navigateur pour accélérer la vitesse de tout ce qui tourne dans le navigateur. Ensuite, alors la première, je ne m'en souviens plus. Ah oui, si, c'est très rigolo. C'est la librairie de traitement des markdown, donc l'espèce de texte de mise en forme simpliste utilisé par GitHub, mais pas que. Cette librairie est vulnérable à un dépassement d'entier qui fait que lorsqu'on crée un tableau avec plus de 2 puissance 16 colonnes, donc c'est max unsigned integer 16, en fait vous avez un dépassement d'entier qui vous permet au final d'exécuter du code. Donc c'est plutôt rigolo. Voilà. Bon, ça a été corrigé côté GitHub. Mettez à jour si vous avez du contenu que vous laissez en libre modification sur Internet. Zap, je l'ai rajouté juste à la dernière minute parce que je trouvais ça rigolo. Ça date d'il y a quelques mois, mais c'est juste que l'outil Zap qui permet en fait de faire de l'intrusion web, enfin qui fait un proxy web pour faire des tests d'intrusion web, était vulnérable à Log4j. Troisième point, c'est donc un outil d'Oracle qui est pas mal déployé, qui s'appelle Oracle Access Manager, qui est vulnérable à une exécution de code sans authentification. Il y a une démo qui a été publiée, l'article détaillé n'a pas encore été publié, mais par contre, la vidéo donne quelques indications, et en faisant un Google Doc très rapide, on peut mieux faire, j'en ai trouvé déjà quasiment 600 sans vraiment faire d'efforts sur Internet. Donc, si vous avez Oracle Access Manager, mettez à jour très rapidement, parce que ce genre de choses est quand même souvent exposé à Internet. Et j'ai vu des trucs liés à l'armée américaine et des choses comme ça qui utilisaient cette solution, et qui n'étaient pas à jour. Ensuite, Cisco, donc quelques vulnérabilités, pas tant que ça. Donc ce mois-ci, en particulier des exécutions de code à distance, plutôt gênantes sur certains équipements, mais finalement qui ne sont pas les équipements les plus déployés de Cisco. Donc je passe rapidement. Là, ça c'est beaucoup plus intéressant. C'est une vulnérabilité côté pilote Wi-Fi sur des Android qui utilisent, alors je crois que c'est essentiellement Samsung, mais qui utilisent la puce Snapdragon. Donc il est possible à distance finalement en jouant avec l'antenne Wi-Fi et donc avec les pilotes Wi-Fi d'arriver à une exécution de code à distance sans interaction, donc le 0 clic, sans interaction de la cible. Il y a à peu près les mêmes choses sur aussi du Bluetooth. On avait fait il y avait un sujet qui avait été présenté, je crois qu'il y a 2-3 mois, assez intéressant justement sur, je crois que ça a commencé par la compromission du Bluetooth pour ensuite revenir au Wi-Fi parce qu'en fait les cartes étaient les mêmes et partageaient une partie de la mémoire, donc ça permettait de rebondir de la partie Bluetooth à la partie Wi-Fi. Alors ça c'est très intéressant. L'avantage du cloud, c'est que c'est massivement mutualisé. Le défaut du cloud, c'est que c'est massivement mutualisé. Azure Automation Account, c'est une espèce de service d'Azure qui permet de faire un peu du PaaS, enfin du serverless, où vous envoyez votre propre code qui va tourner. C'est pas tout à fait comme du lambda, mais assez proche. Vous envoyez votre code qui va tourner sur les ressources de Microsoft. Sauf qu'en fait, un chercheur a commencé à regarder ce qui était accessible depuis le code exécuté, en particulier avec des requêtes web,
Enfin, d'abord, il a commencé à trouver un fichier de log avec des indications, d'URL avec des ports étranges, exotiques, assez hauts, dans les 40 000, et il a commencé à se connecter sur ces ports-là localement, et il s'est rendu compte qu'en fait, qu'il avait accès aux services qui distribuaient les jetons d'identification de tous les clients. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de cloisonnement à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'un client, en faisant appel à cette URL, pouvait récupérer les jetons d'identification des autres clients, et donc ensuite se faire passer pour eux et accéder à toute leur infra Azure. Donc ça a été corrigé avec le rajout d'un en-tête d'identification à préciser pour accéder au service, mais ça soulève un problème dont on parle déjà assez souvent, qui est le problème du cloud, c'est que comme tout le monde l'utilise, une vulnérabilité sur ce type d'infrastructure peut avoir des impacts vraiment gigantesques parce que vous pouvez ensuite attaquer toutes les entreprises clientes. Quand je dis cloud, je parle essentiellement des grosses infras type Azure, AWS et GCP. Ensuite, côté piratage, donc pas mal de piratage. Je vais passer rapidement sur les premiers. Le troisième, c'est une opération apparemment qui a été orchestrée plutôt par une agence étatique, donc là on parle plutôt de Sandworm, qui visait à compromettre les firewalls WatchGuard pour ensuite faire une espèce de mise à jour dessus pour injecter une backdoor qui permettait ensuite aux attaquants d'utiliser ces firewalls compromis comme relais, donc un peu comme botnet, pour ensuite réaliser d'autres attaques. Donc il y a eu pas mal d'articles sur le sujet, c'est plutôt intéressant. Par contre, la morale de cette histoire, c'est n'exposez pas vos interfaces d'administration sur Internet, parce qu'apparemment, je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai cru comprendre des articles, les firewalls ont été compromis du fait des interfaces d'administration exposées à Internet. Malware, alors on va parler de 2-3 groupes de cybercriminels, en particulier Lapsus, qui était finalement peu connu jusqu'à présent et qui là s'est fait connaître récemment par 2 piratages. Le premier, c'est de Nvidia. Ils ont annoncé avoir volé à peu près 1 Tera de données, ce qui est en gros tout, chez Nvidia. Pour le prouver, ils ont publié une première partie avec des codes sources. Il y avait également des condensats NTLM des utilisateurs et certains ont été craqués d'ailleurs, donc il y a les mots de passe associés. Ils ont également, dans ce qu'ils ont publié, il y avait certains certificats avec les clés privées associées. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un S à certificat avec les privés. Et ça permet de, par exemple, de signer des pilotes pour Windows. Alors même si le certificat est expiré, les Windows acceptent les pilotes signés avec des certificats périmés parce qu'en fait, s'ils ne le faisaient pas, il y aurait régulièrement des systèmes qui ne fonctionneraient plus du fait de cette expiration. Et là, sur VirusTotal, il y a déjà plusieurs outils qui ont été trouvés signés avec ces certificats. Donc il y a Mimikatz, c'est par exemple KDU, qui est un outil qui est régulièrement utilisé pour faire des tests. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ce groupe fait un espèce de chantage vis-à-vis d'NVIDIA. Alors je suppose que leur chantage pour avoir de l'argent a échoué, mais pour leur demander à ce que les pilotes soient rendus open source. Donc je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Un truc rigolo. Attends. Ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à ce que Nvidia enlève la technologie qui empêche de miner du Bitcoin sur les cartes graphiques, le LHE, Light Hash. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a déjà plein de moyens de contourner. Oui, mais à chaque fois, c'est un jeu du chat et de la souris. Ouais. Et par contre, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont annoncé, publiquement sur leur chan Telegram, que Nvidia était des criminels parce qu'ils avaient fait du hackback. Et en fait, ce qu'ils ont décrit, c'est que ils avaient donc monté une VM sous Windows pour se connecter en VPN à Nvidia, par l'accès VPN classique, et que la machine avait été enrôlée par le NDM Nvidia, et qu'ensuite tout leur disque avait été chiffré. Et donc ils disent, oh là là, c'est du hackback, ils nous ont piraté. Très honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est juste en fait la politique classique de chiffrement de disque suite à l'enrôlement qui s'est appliquée et que c'est pas du tout du hackback. Je sais pas si on aura la réponse à jour, mais franchement ça me paraît peu plausible que ce soit un hackback venant de Nvidia, surtout dans ces conditions-là. Ou peut-être une destruction dans le sens effacement des données en cas de lorsque vous perdez un téléphone ou un ordinateur, vous avez possiblement ce type d'option dans les MDM en effaçant les données, c'est peut-être ça, mais voilà, c'est pas du hackback, c'est juste la fonctionnalité de base du MDM, ou EMM pour être plus moderne dans l'appellation de la solution. Je précise MDM pour Mobile Device Management et EMM pour Enterprise Mobile Management. Autre piratage de Lapsus, le piratage de Samsung. Alors là, avec 200 gigas de données qui ont été publiées. Donc là, il y a énormément de codes sources de Samsung, avec pas mal de produits assez sensibles de la part de Samsung.
Bon, voilà, rien de plus à dire. Alors, je vous ai mis en dessous, si par curiosité, pardon, vous cherchez à aller voir, je vous ai mis les télégrammes de ce groupe. Par contre, il y a quelques mesures de précaution. Vous ne vous connectez pas avec un téléphone perso ou pro, vous masquez votre IP, vous faites très très attention à plutôt ne pas utiliser le client lourd et plutôt un navigateur web pour vous connecter à Telegram. Enfin, en tout cas, pour se connecter à ces chats. Vous faites très attention à bien durcir Telegram. Il y a pas mal d'options qui permettent de masquer un tout petit peu son identité, mais bon, globalement, si vous avez suivi les recommandations d'avant, de toute façon, votre identité n'est pas associée au numéro de téléphone et au compte Telegram. Donc voilà, faites très attention si vous allez sur ces chats. Voilà. Méfiez-vous quand même. Prenez des précautions. Ensuite, alors ça c'est la grosse affaire de ces derniers jours, semaines, c'est le piratage du groupe Conti, qui est l'un des groupes les plus actifs de ces derniers mois, voire dernières années, qui a quand même piraté beaucoup d'entreprises avec beaucoup de demandes de rançon. A priori, ils ont été piratés, soit par, alors il y a plusieurs légendes, je ne sais pas quelle est la vraie, soit par un affidé ukrainien qui aurait décidé de se rébeller, soit par un affidé interne qui, pour des questions, je sais pas, d'argent ou de concurrence, aurait publié tout le contenu de ce qui avait été fait, soit du fait du conflit de la guerre entre la Russie et l'Ukraine par des hackers ukrainiens en espèce de hackback. Parce qu'apparemment, je l'ai mis tout après, mais si je l'ai mis là, c'est que Conti s'est positionné comme soutenant le gouvernement russe. Voilà. Et donc, beaucoup de choses ont été publiées, en particulier les vidéos de formation, toute leur documentation, les codes sources de tout leur malware, mais surtout toutes les communications qu'ils avaient sur leur chat interne et leur forum, et ça c'est très intéressant. Alors pour info, il y avait déjà eu plusieurs piratages de Conti. L'année dernière était sorti un certain nombre de guides et manuels qu'ils fournissaient à leurs opérateurs pour pirater les entreprises. Et il y a eu pas mal de publications aussi d'entreprises qui montraient en fait clairement qu'ils avaient déjà des accès shell aux serveurs de Conti et les utilisaient pour suivre ce que faisaient ces cybercriminels. Alors qu'est-ce qu'on se trouve dans ce leak? On trouve beaucoup de choses. Je vous recommande l'article du MagIT, qui est très intéressant et qui détaille pas mal. Vous avez différents échanges de chat entre les différents cybercriminels. J'ai vu pas mal de remarques sur Twitter disant ah ouais, ils sont nuls, ils posent des questions sur quel est le port FTP, etc. Il y a le fait qu'ils n'arrivent pas à sortir de VI ou de Vim, ils sont nuls. Oui, ils sont nuls, mais en fait pas tout à fait. C'est-à-dire que les cybercriminels ont les mêmes problèmes que nous, ils ont du mal à recruter. Donc de ce fait, ils doivent embaucher des opérateurs qui ne coûtent pas cher et qui sont là uniquement pour appliquer les procédures et cliquer sur des boutons. C'est-à-dire que c'est pas du tout des le cœur, ce sont des experts, on va dire, en cybersécurité, mais par contre, tous les entre guillemets opérateurs, utilisateurs, ce ne sont pas des experts en cybersécurité. Ils sont là pour appliquer les règles, pirater, enfin appliquer les procédures et cliquer sur les différents outils qu'on leur fournit, qu'on leur met à disposition. Autre chose assez rigolo, c'est qu'en fait, apparemment, donc de différents échanges, on se rend compte que les attaquants, finalement, ont peu d'informations sur les cibles piratées. Ce qui explique pas mal de discussions et d'échanges avec les cybercriminels lors de négociations où ils ont l'impression que vous êtes ultra riche alors qu'en fait pas du tout, ou l'inversement, que vous êtes une petite entreprise alors qu'en fait vous êtes une très grosse entreprise. Enfin, en gros, finalement, ils ont peu d'informations sur les cibles, sauf quand ça commence à devenir très juteux. Mais ça explique certaines négociations que vous pouvez avoir avec des cybercriminels. Vous vous demandez vraiment s'ils sont renseignés sur l'entreprise. Et après, il y a pas mal d'informations sur leur mode opératoire. Donc, comme tout le monde, ils utilisent Shodan, alors en payant, ce qui est plutôt surprenant. Sans surprise, ils utilisent Cobalt Strike, donc version payante. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de traces de commandes de Cobalt Strike. Avec différentes techniques assez classiques. Et ils ont également, ils achètent des EDR pour pouvoir les contourner. Et puis après, ils utilisent des outils classiques comme Spiderfoot. Enfin voilà. Donc là, c'est 2 commandes tout en bas que j'ai trouvées sur Twitter qui sont intéressantes. Si vous récupérez le leak, je vous l'ai mis sur le slide d'avant. Il est chez VX Underground. Vous avez les liens en haut. Et si vous voulez chercher des messages dans le chat ou les forums, vous pouvez avec ces commandes extraire pas mal de choses intéressantes. Ça, c'est un peu en lien avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Il y a un wiper qui a été identifié, je crois que c'est à l'origine, c'est par E7, qui a été déployé,
des compromissions qui ont lieu à partir de la fin de l'année dernière, mais entre guillemets en dormante. Et suite à ces compromissions, un wiper a été déployé par GPO, mais finalement très peu d'entreprises ont été impactées et se sont faites effacer. Il y a beaucoup d'interrogations sur le sujet, peu de réponses, mais vous avez pas mal d'éléments entre guillemets des hash, enfin des IOC intéressants que vous pouvez reprendre si vous voulez chercher sur votre SI. Ensuite, côté technique, alors le premier est assez intéressant, c'est un émulateur d'iOS qui marche plutôt pas mal, qui est basé sur QEMU. Si vous voulez tester, allez-y. Si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. Parce qu'aujourd'hui, alors ça, je vous ai mis le texte que m'a filé un copain quand je lui ai parlé de cet émulateur. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire de l'audit sur de l'iOS, la meilleure solution, c'est Corellium, qui est une solution payante, qui coûte très cher. Qui était d'ailleurs en procès avec Apple l'année dernière et finalement ils ont gagné leur procès. Cet émulateur pourrait potentiellement être assez intéressant pour émuler iOS et faire de la recherche. Le deuxième est potentiellement intéressant, mais ça demande pas mal de travail, donc ça va plutôt s'adresser au Blue Team SOC CERT. C'est un outil qui permet en fait de faire du threat hunting sur Azure en jouant des playbooks. Par contre, il faut construire ses propres playbooks. Alors, il y en a 5 qui sont fournis, mais ça va aller corréler un peu plusieurs logs et faire de la recherche de compromission Azure. Bon, le dernier, c'est juste un rappel que j'ai mis là, parce qu'en fait, j'ai vu passer pas mal de sujets et de questions sur les macros sur Twitter et sur différents chats. Prochainement, normalement, je crois que c'est le mois d'avril, Microsoft va faire une mise à jour d'Office afin de bloquer les macros. Mais en attendant, vous avez ça. Et côté RAID, j'ai vu passer aussi un truc intéressant sur une API qui n'a rien à voir avec la sécurité, qui permet en fait de faire de la géolocalisation, je crois. Et en fait, elle bénéficie d'un callback, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez le résultat de la fonction, il est passé à une autre fonction que vous pouvez appeler directement, et il est possible de lui passer directement l'adresse d'une fonction mémoire. Donc ça peut être intéressant pour contourner les EDR, où vous avez votre shellcode, vous allouez de la mémoire exécutable, vous écrivez votre shellcode dessus, vous appelez cette fonction-là en mettant comme callback le shellcode, et vous pouvez exécuter votre code entre guillemets malveillant en contournant les EDR. C'est plutôt intéressant. Et ce qui est rigolo, c'est que le POC est écrit en Rust. C'est fou ça. Ensuite, côté business et politique, alors 2 gros événements. Le premier, c'est le rachat de Konix par Neosoft. Donc Neosoft, c'est essentiellement une entreprise qui fait du développement, basée à Paris, à Rennes et je sais plus où. Et donc qui rachète Konix, qui est une petite entreprise ICN, donc d'Issy-les-Moulineaux, et qui est spécialisée dans le SOC P10 et PRIS. Et alors là, c'est gros rachat. Mendiant, qui a été racheté par Google pour 5 milliards de dollars, 5,4 pardon, je crois, je me suis trompé. Ah bon, on n'est plus à 400 millions d'euros près, de dollars près. Et alors à l'origine, tout le monde pensait que ce serait Microsoft qui rachèterait Mendiant, et finalement non, c'est Google qui rachète Mendiant, vendu par FireEye. Enfin, acheté et ensuite revendu par FireEye. Oui, en fait, FireEye, il a été racheté par un fonds d'investissement qui avait aussi racheté McAfee et RSA, et qui remet tout ça sous la marque FireEye. Oui, et de ce que j'ai compris, il y avait un problème de lisibilité de l'offre et peut-être de conflit d'intérêt entre la partie conseil Mendiant et la partie solution FireEye. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils se sont séparés de Mendiant, mais bon, a priori, ça aurait joué. Et puis il n'y a aussi pas les mêmes leviers de croissance sur du conseil que sur du produit. Voilà, après, c'est un choix d'investisseur. Alors le premier, je passe parce que c'est des détails juridiques. Je pense que ça fera plaisir à Marc-Antoine, mais voilà. Le deuxième sujet, c'est le cyberscore qui a été voté au Sénat. Donc je ne sais pas quand est-ce que ce sera mis en application, mais a priori c'est l'ANSSI qui serait en charge de ou rédiger le référentiel, ou en tout cas ce qui servira à faire ce cyberscore. J'ai cru comprendre que c'était de l'auto-évaluation, mais je suis pas tout à fait sûr. Mais bon, on verra. Je crois que c'est de l'auto-évaluation de protection de données personnelles. Autant de dire mais bon, à voir. Autant de dire que ça a à peu près autant d'intérêt que ton Nutri-Score sur ta tranche de jambon. C'est bien pour ça que j'ai mis cette image. Non, ça a moins d'intérêt.
À voir, on verra. Et le dernier point, c'est la publication de l'ANSSI donc d'un référentiel de recommandations sur la journalisation Windows et Active Directory. C'est plutôt intéressant. En gros, ça vous donne les bonnes pratiques de comment l'activer, comment le durcir, etc. Vous n'avez pas la liste des events intéressants à surveiller, mais en tout cas, voilà, c'est une première documentation intéressante. Oui, ça aussi, ça c'est très intéressant. Donc le site Red Forums, pour tous ceux qui connaissent, est un forum de cybercriminels et d'échange de fuites de données, d'outils, etc. avec plusieurs miroirs. Et a priori, le site a été saisi, a priori par le FBI, en tout cas des analyses des WIS, c'est ce que les gens en déduisent. Et ça a été également le cas pour un autre site qui s'appelait alors je sais pas comment on va le prononcer, mais Nult2, enfin bon, qui a également été saisi. Et petite blague, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément d'entreprises qui vendent de la surveillance du darknet, mais en général ces entreprises ne font que surveiller Red Forums, qui est un site auquel vous pouvez accéder avec l'URL là. Enfin aujourd'hui c'est fini. D'ailleurs ça a été remplacé par un site de récupération, un site de phishing, donc de récupération des logins et des mots de passe par le FBI, parce que de ce que j'ai compris, ce n'est pas le site, enfin les serveurs qui ont été saisis, mais le domaine, et donc en fait ça redirige vers une ressource du FBI afin de collecter les logins et les mots de passe. Et donc oui, je disais, beaucoup d'entreprises qui vendent aujourd'hui de la surveillance du darknet, en fait ne vendent que le fait d'aller juste sur Red Forum, ilix.to et xss.is pour juste regarder ce qui se passe, ce qui n'est pas vraiment de la veille du darknet. Ça, c'est vraiment le petit niveau du cybercriminel, c'est très très bas niveau. Mais donc voilà, donc je sais pas quel site va prendre la suite, parce que l'avantage c'est que si on cherchait à centrer, il y avait en tout cas ce site qui était un peu le centre de toute la petite cybercriminalité, donc je sais pas ce qui va prendre la suite. Conférence, j'ai pas eu le temps de le faire, je m'en excuse. Et je passe à la suite. Alors je fais 2-3 slides sur un spécial cyberguerre, parce que j'ai vu passer beaucoup de bêtises sur les différents réseaux sociaux. Le premier point, c'est que globalement, la cyberguerre, ça n'existe pas. L'outil informatique peut être utilisé pour démoraliser, déstabiliser, distraire, intimider, c'est pas moi qui le dis. Vous avez un article de Les Numériques qui est assez intéressant sur le sujet. Ce qui est surtout intéressant, c'est tout ce que dit Raina. Le reste, un peu moins. Mais tout ce que dit Raina est vraiment très intéressant dans cet article. Et en fait, vous ne faites pas la guerre avec un ordinateur. Vous n'arrêtez pas un char russe avec un ordinateur. En tout cas pas. Et c'est pas. Vous n'arrêtez pas non plus une invasion russe en allant défacer le site de tel ministère russe. Par contre, ça peut effectivement servir un peu à démoraliser ou à retourner un peu le peuple russe contre son gouvernement. Mais donc globalement, faut pas non plus paniquer dans vos entreprises, faut pas stresser toutes vos équipes sécurité, en particulier les SOC et les CERT, en leur disant il faut que vous soyez sur le pont 24/7, encore plus que d'habitude. Voilà, il faut laisser les gens faire leur boulot. Globalement, ils le font bien. Appliquez les bonnes pratiques si vous l'avez pas encore fait. Malheureusement, je pense qu'il y a peu d'entreprises qui sont capables de respecter 100% du guide d'hygiène de l'ANSSI. Mais essayez vraiment de le faire. Alors après, c'est classique, MFA, pas de mot de passe faible, pas d'interface d'administration exposée sur des réseaux faibles, enfin réseaux qui ne sont pas de confiance type Internet, enfin vraiment toutes les règles de base. Après, ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu passer pas mal de quelques sujets dont je vais vous parler, en particulier le fait que plusieurs femmes ukrainiennes ont vu sur Tinder pointer pas mal de militaires russes. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais qu'apparemment, comme ils étaient à la frontière, ils étaient proches physiquement et donc seraient apparus sur les réseaux Tinder avant de couper leur téléphone. Autre chose, je vois une remarque, les attaques cyber entraînent une réponse conventionnelle, est-ce la guerre? Je ne sais pas. Il y a Israël qui avait frappé des sites qui étaient censés héberger des hackers palestiniens. Je ne sais pas trop si on considère que c'est de la guerre, mais bon. Donc l'Ukraine a fait un appel à tous les hackers de la planète pour les défendre et à rentrer dans la cause. Je ne vous recommande pas de le faire.
Il y a d'ailleurs des gens qui maintiennent une espèce d'Excel des différents groupes de cybercriminels, dans quel camp ils sont et leur spécialité, que ce soit du défacement, du DDoS, des choses comme ça. Bon, je ne vous recommande pas de le faire. Il y a quand même quelques compromissions un peu, on va dire, amusantes entre guillemets. Il y a eu des stations-service, stations essence russes qui envoyaient des messages contre Poutine, et également une chaîne de télé russe qui a été piratée avec la publication de vidéos contre la guerre. De notre côté, on a RT qui a été coupé de nos DNS, donc avec des DNS menteurs qui répondent à une IP locale. Bon, après, malheureusement, ça se contourne très facilement, hein. Vous utilisez les DNS Google ou autres, et puis vous contournez. Mais là, typiquement, je l'ai fait avec un DNS Orange, et là, on a bien une réponse qui renvoie à l'adresse 127.0.0.1, donc l'adresse locale. Ce qui est rigolo, c'est qu'au même moment, RT en était à sa énième demande de carte de presse qui, pour la énième fois, a été rejetée. Ça, c'est un sujet moins rigolo, c'est que Kaspersky aujourd'hui c'est une victime vraiment collatérale de ce conflit, parce que comme Kaspersky à l'origine est une entreprise russe, enfin Eugène Kaspersky, donc à mauvaise presse, et l'ANSSI a publié un bulletin sur le sujet, en parlant, enfin pas que sur Kaspersky, mais en parlant. Et leur bulletin, ce qu'ils disaient, c'est que voilà, il n'y a pas d'éléments qui permettent de penser qu'il y a un risque à continuer à avoir l'antivirus Kaspersky sur son SI. Par contre, ça a été très mal interprété par beaucoup de journaux, de magazines, de presse, ce qui fait qu'en gros, les gens ont juste conclu, oh là là, il faut supprimer Kaspersky, c'est dangereux. Donc il faut rester attentif, je ne dis pas le contraire, mais le risque paraît quand même assez limité. Surtout que Kaspersky a prévu de la redondance au niveau de ses serveurs qui ne sont pas que en Russie, ce qui fait que, j'arrive au sujet suivant, si la Russie coupe son internet, vous aurez quand même les mises à jour des antivirus. Et donc justement, la Russie, a priori, va faire un test de le 11, c'est vendredi, un test de coupure de son internet. Un test avait déjà été fait il y a un an et demi, donc pour essayer de s'isoler, pour tester si ça fonctionne bien, il n'y a pas trop d'effets de bord. Je ne sais pas ce que ça donnera, on en reparlera le mois prochain. Ensuite, autre sujet, Telegram, qui est encore au cœur du conflit, donc à l'origine l'entreprise a une solution russe. Alors ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir la redécouverte que Telegram n'était pas chiffré de bout en bout par défaut, alors que ce sujet, pour moi, il a déjà été abordé il y a des années par ParksLab, on en a déjà parlé à l'OSIR il y a 2 ans. Mais donc Telegram par défaut n'a pas le chiffrement de bout en bout. Le canal de communication avec le serveur est chiffré, mais par contre vos communications, vos messages ne sont pas chiffrés de bout en bout. C'est une option qu'il est possible d'activer, ce qui est le cas sur Signal. Signal c'était chiffré par défaut, mais pas Telegram. Ensuite, alors ça, très important, voilà, ça c'est une citation qui date de la semaine dernière d'Albert Einstein. Donc la semaine dernière, Albert Einstein disait méfiez-vous de ce que vous lisez sur Internet, surtout en temps de guerre. Très important. Il faut faire confiance à Albert Einstein. Et alors, le troll, quelques sujets trolls. Le premier est assez rigolo, j'ai vu passer ça. C'est qu'en fait, une personne s'étonnait de ne pas comprendre que le condensat SHA-256 d'un fichier exécutable qu'il avait n'était pas le même que le SHA-256 d'Authenticode, donc la signature numérique qui permet de valider que l'exécutable a bien été signé. Et en fait, c'est normal parce que la signature Authenticode ne prend pas en compte la totalité du fichier, mais une partie, et exclut certains champs, justement, par exemple celui de la signature. Donc c'est normal que les condensats soient différents. Un truc rigolo aussi avec le leak Conti, c'est qu'on y lit que le négociateur français avait des échanges avec les victimes. Donc a priori, je suppose que c'était avant sa garde à vue. Alors un petit point sur Kaspersky, c'est juste que il y a une faiblesse entre guillemets sur Kaspersky. Vous avez un lien Twitter, ensuite un article. Je vous recommande de quand même faire attention à Kaspersky qui peut être utilisé comme relais pour compromettre votre SI, mais comme beaucoup d'antivirus, c'est pas lié à Kaspersky parce que Kaspersky est russe. Hein, la plupart des antivirus ont le même genre de problématique. Donc là, c'est juste pour durcir votre sécurité et donc durcir la console de management Kaspersky, de faire attention au compte qui est utilisé, en particulier la sécurité de la console Kaspersky, enfin du Security Center. Et dernier slide, donc ça j'ai vu ça, c'est assez rigolo, c'est un site qui vous permet de générer automatiquement des règles firewall pour bloquer les IP d'un pays. Vous avez une liste de tous les pays, vous choisissez le pays, si vous voulez faire un HT access ou avoir les IP brutes ou avoir des règles pour un Juniper impétable, et hop, vous avez le script qui vous permet de bloquer ces IP là. Donc c'est pas très utile parce que globalement les gens passent toujours par des relais.
Victor ou Snowpack par exemple. Mais bon, voilà, c'est rigolo. Et le dernier, c'est que je pense que comme beaucoup, vous avez plein de collègues qui jouent à Wordle ou Sutom. Donc Sutom, la version française de Wordle, donc Motus à l'envers. Donc il s'agit de trouver un mot en essayant des différentes versions et vous savez si les lettres sont à la bonne place ou sont ailleurs dans le mot. Et en fait, les cybercriminels donc suivent les modes et donc ils se sont mis à faire des phishing en utilisant justement Wordle avec un pseudo-jeu Wordle dans un Word. Donc il faut forcément activer les macros et là, hop, exécution de code et vous faites compromettre. Alors, prochaine réunion de l'OCIR, donc le mardi 12 avril 2022, le prochain afterwork prochainement. Il n'y a pas encore de date définie, mais on va vraiment essayer d'en faire un prochainement. Hervé s'y attelle et c'est fini.